Le 18 janvier 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Le Monde en marche, The World Moves On, texte intégral. On nous avait d'abord dit que ce film tourné à Hollywood serait l'analogue pour la France de ce qu'a été Cavalcade pour l'histoire de l'Angleterre pendant les 50 dernières années. C'était inexact. Les Français n'y tiennent qu'une place assez effacée. Comme nous allons le voir, il n'y a pas lieu de le regretter très vivement. Nous sommes au début, à la Nouvelle-Orléans, vers 1828, dans une famille d'origine évidemment française, puisqu'elle se nomme Gérard, mais dont on ne nous dit pas, dont nous n'apercevons pas, qu'elle ait gardé beaucoup de traits caractéristiques de notre race. Le père Gérard, gros cotonnier, vient de mourir, laissant un testament très explicite. Pour assurer le développement de sa firme, il a décidé que l'un de ses héritiers irait créer une succursale en Allemagne, le second en France, tandis que le troisième demeurerait au pays natal. Un associé, qui est un ami de longue date, Van Burton je crois, dirige la filiale de Manchester en Angleterre. Ce prologue est longuement et assez inutilement développé, à seule fin, on le suppose, de placer une scène d'amour en costume restauration, un bal, un duel, le tout d'un style assez plat. Un siècle plus tard, nous retrouvons la même famille qui se réunit à la Nouvelle-Orléans pour une cérémonie traditionnelle et aussi pour régler ses affaires. Le cousin allemand est devenu un baron von Geeraert, au crâne tondu, claquant des talons. Les cousins français ont une grande fille que l'on doit marier avec l'aîné des Geeraert, tandis que Miss Van Burton est plus ou moins fiancée au cadet. Mais sitôt qu'elle rencontre le jeune Gérard américain, elle s'aperçoit de son erreur, qui semble irréparable. Notons que ces deux jeunes premiers ont le même visage et à peu près le même rôle que ceux d'il y a 100 ans, ce qui amène à leur prêter, dans une scène assez curieuse, d'inexplicables réminiscences. Le reste est bien languide. 2 mois plus tard, on marie la Française et l'Allemand, lieutenant de vaisseau à Düsseldorf. Comme nous le redoutions, on est en mai 1914. La guerre trouve à Lille, où il est venu aider au déménagement de la succursale, le jeune Gérard américain. Ce que nous voyons des soldats, des civils français est assez plausible. Les premiers obus, loin d'effrayer Gérard, l'amènent à s'engager dans la Légion. Peut-être obéit-il aussi à un obscur atavisme, en voyant envahi la terre d'où sont partis, 2 siècles avant, les vieux Gérard, mais on ne nous le dit pas. Sur mer, le lieutenant von Geeraert torpille un paquebot sur lequel naviguait son vieux cousin d'Amérique, Gérard père, et Van Burton. Il est coulé à son tour quelques instants plus tard par un bateau français. Toutefois, ce n'est pas son beau-frère qui le commande. Sur terre, Gérard se bat bien aux côtés d'un cousin français. Les Américains s'inspirent maintenant, pour les scènes de guerre, des croix de bois. Le combat dans le cimetière est même un pastiche flagrant. Mais cela vaut évidemment mieux que de refaire, à l'ouest rien de nouveau, avec ses tranchées en bel alignement géométrique, comme au champ de tir. La morale pacifiste de cette histoire, d'une famille divisée par les fils de fer barbelés, découle fort naturellement de toutes ces images. Toutefois, pour plus de sûreté, on se sert de Miss Van Burton comme porte-parole. Elle refuse obstinément de fabriquer du fulmi-coton pour l'armée anglaise. Des pansements tant qu'on voudra, mais pas d'explosifs. Le caporal Gérard, couvert de brisques et de décorations, vient voir cette objectrice de conscience, qui remplit évidemment le rôle le plus vertueux du film. Ils se disputent. La guerre va-t-elle maintenant séparer encore les cœurs? Non. À la permission suivante, le caporal épouse l'Anglaise. Il est bientôt blessé, fait prisonnier,
soigné en Allemagne par les cousins Girard. Le jeune Gérard français entre dans les ordres. New York, 3e réunion de famille. Les affaires vont mieux que jamais. Gérard, dépensant une fébrile activité, se déclare enchanté de la vie. Le moine réplique que cette prospérité est factice, que les âmes sont malades. On rit. Le malheureux, il a été commotionné par un obus. Seule la jeune Madame Gérard, l'ancienne objectrice, se range à son avis. Comme de juste, Gérard l'Américain joue trop à la bourse. Le krach de 1929 le ruine avec tous ses associés. Il ne lui reste plus que la vieille demeure depuis si longtemps dédaignée de la Nouvelle-Orléans, avec son crucifix qui n'a jamais changé de place. Gérard y aura des enfants. La famille triomphera de tout. Il est fort regrettable que les Américains n'aient su honorer, dans un film, le sentiment familial que pour détruire celui de la patrie. Le Monde en marche inaugure, en quelque sorte, le cinéma démocrate chrétien avec toutes les variantes de puritanisme que cela peut comporter en Amérique. Nous n'en avions aucun besoin. Le thème choisi n'a pas la moindre signification. À mesure que l'on accumule les rencontres des différents Gérards d'un côté et de l'autre de la barricade, on diminue, par des situations aussi exceptionnelles, la portée que l'on prétendait attribuer au symbole. C'est au cinéma pacifiste que nous sommes redevables des plus médiocres artifices. Les 4 fantassins anglais, allemands, français et juifs de No Man's Land, fraternisant dans le trou d'obus où ils se sont réfugiés l'un après l'autre. Le ton du spectacle, par ailleurs, évoque beaucoup trop la littérature édifiante. Le rôle de Miss Warburton est presque de bout en bout insupportable. Le metteur en scène ne peut assouplir pour son récit les cadres rigides qui lui sont impartis. Autre détail, mais qui a son poids, il est extrêmement difficile de s'y reconnaître dans cette tribu cosmopolite des Gérards. Quand, après beaucoup de peine, on est à peu près sûr de leur identité, le film touche à sa fin. Les Américains ont évité cette disgrâce de se tromper dans les costumes, les mœurs des différents pays. La noce à Düsseldorf est bien une noce allemande. Il n'empêche que ces interminables films cycliques ont déjà fait leur temps. On n'y a jamais rien trouvé d'intéressant, hormis le tiers de cavalcade. Ils rejoignent les panoramas des anciennes expositions universelles.